Archi. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, nous partons à la rencontre de l'architecte Benoît De Jong qui nous invite à découvrir cette maison cubique qui se trouve au milieu des bois. Mais en attendant, retrouvons-le à Braine-l'Alleud pour une présentation de son habitation privée. Bonjour Benoît, Bonjour Emma, tu vas bien? je vais très bien. Ton bureau d'architecture existe depuis combien d'années? Depuis 13 ans. 13 ans déjà. Alors 13 ans, il s'appelle Benoît De Jong comme toi, donc c'est facile à Oui, retenir. tout à fait. C'est un nom qui t'est venu comme ça, comment l'as-tu choisi? D'une manière relativement mégalo. Non, tout simplement le plus simple possible. Atelier d'architecture Benoît De Jong, ça se retient facilement. Et puis voilà. Parfait. Qu'est-ce que construit, qu'est-ce que fait ton bureau, ton atelier d'architecture? Alors, principalement du résidentiel, une maison unifamiliale, donc en construction neuve, en rénovation. Également de l'architecture d'intérieur, du design de mobilier, ainsi que du développement de concepts immobiliers de grande ampleur pour des promotions, avec une seule volonté, c'est de faire de l'architecture contemporaine. Je veux dire juste une architecture d'aujourd'hui. Il s'agit simplement de ne pas se dire que les réponses se trouvent forcément dans le passé, et avec une volonté de faire le projet le plus juste possible. Il y a 13 ans d'ici, tu étais donc tout petit et fraîchement diplômé en architecture, et tu t'es dit, je vais rénover ma maison, puisque tu étais propriétaire d'une maison, et donc tu as décidé de faire les travaux toi-même, et de faire peut-être pour la première fois l'architecture que tu voulais faire. Oui, clairement. C'est vrai que c'est toujours le rêve d'un architecte de pouvoir dessiner son intérieur et de ne pas avoir de restrictions en matière de design ou d'organisation. Et c'est vrai qu'ici, j'ai eu l'occasion effectivement de faire un projet pour moi de A à Z. Alors la maison dans laquelle nous nous trouvons est donc une maison qui a 3 étages, rez-de-chaussée qui n'existe pas vraiment puisque c'est un garage, le hall d'entrée. Et puis, étage 1, étage 2, 2 appartements totalement identiques. Tu as mis tes bureaux au premier étage et tu as fait ton appartement au deuxième étage dans lequel nous sommes. Et là, tu as pu t'y donner un cœur joie parce que tu as découvert que juste au-dessus, il y avait un grenier. Autant utiliser le grenier. Exactement. L'idée était simplement de pouvoir donc décloisonner l'espace, de l'ouvrir et de partir d'un appartement relativement standard à un triplex ouvert sur 9 mètres de haut. Un triplex qui se rétrécit petit à petit au fur et à mesure que la sphère privée s'agrandit. Exactement. Triplex, 3 niveaux différents de la sphère du privé. Le premier niveau est un espace dans lequel, exactement, dans lequel je vis. On a la cuisine derrière nous, on a la salle à manger, le salon. C'est un espace dans lequel je vis, dans lequel je reçois les amis. Deuxième niveau est un niveau plus privatif, qui est un espace de confort dans lequel j'ai une salle de bain, une bibliothèque, un petit salon. Et le dernier niveau est vraiment la sphère la plus, je dirais le cercle le plus intime de la sphère du privé, puisque là il s'agit de ma chambre. Ce que tu as gardé ici, c'est le plancher, oui. Par souci affectif. Oui, il a été posé par mon grand-père il y a 40 ans, il était parquetteur, donc effectivement, ça me tenait à cœur de pouvoir le remettre en valeur. Alors la cuisine qui est derrière nous, elle était déjà là. Alors c'est marrant parce que je ne savais pas que dans les années 60, la maison date de 1969, on avait déjà ce qu'on appelle aujourd'hui une cuisine américaine. Alors évidemment, ce n'est pas vraiment le cas parce que il y avait déjà des cuisines américaines, ce qu'on appelle les cuisines américaines, cuisines ouvertes à l'époque, mais pas ici. D'accord. Et la baie que nous voyons derrière nous était en fait vitrée. Et de manière à ce que les odeurs de la cuisine ne viennent pas gêner dans la salle à manger, puisqu'il n'y avait pas de hôte dans l'appartement à l'origine. Et donc, je me suis empressé de l'ouvrir de manière à justement profiter de cette cuisine ouverte sur la salle à manger. Et donc, dans les images que l'on découvre, on peut comparer ce qu'il y avait avant, puisque dans ton bureau, tu l'as gardé, et on découvre alors la transformation ici, on enlève la vitre. La même chose pour la cuisine, elle est un peu plus contemporaine qu'à l'époque. Les matériaux que tu as utilisés alors dans ta rénovation, on va peut-être principalement parler du bois qui font le plancher de
de l'étage. Hein. Exactement. L'idée était de venir, à partir du moment où on venait intervenir sur le projet, de venir avec peu de matériaux différents, de manière à garder une très grande cohérence dans l'espace. C'est ainsi que tout le bois qui a été utilisé est un iroko, donc c'est un bois tropical de la famille du ficus, qui se développe à la fois dans le plancher, dans l'escalier et dans la table de la salle à manger, de manière à justement éviter de démultiplier les matériaux. Il n'y a pas spécialement de gestes. On a la brique à nu, par exemple, aux étages, comme elle l'était dans le grenier. Tout à fait. Comme je l'expliquais tout à l'heure, dans la philosophie du bureau, ça ne m'intéresse pas de faire un geste. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est la réponse la plus juste. Ça passe parfois par une expression excessivement simple, que j'espère pas simpliste. Est-ce qu'il y a encore une chose que tu voudrais ajouter dans ce qu'on vient de dire? Pas particulièrement, je pense qu'on a fait le tour. Mais justement, alors c'est ça, on a fait le tour. Et pourtant, derrière un tout petit rideau, on découvre un tout autre appartement, alors, d'origine. Donc Exactement. Une autre partie de l'appartement que tu n'utilises pas. Pourquoi ? Mais disons que la partie que je n'utilise pas est une partie avec deux chambres, les deux chambres d'origine de l'appartement. Oui. Et c'est vrai que ce n'est pas la partie que je considérais comme étant la plus intéressante à l'époque, au moment des travaux, encore aujourd'hui d'ailleurs. Et effectivement, par rapport à l'espace que j'ai et aux qualités de l'espace qu'on a dans le reste de l'appartement, c'est vrai que cette partie-là sera un jour rénovée, mais je me la conserve dans une seconde partie de vie. Benoît, moi je te propose que nous quittions ton appartement parce qu'on va aller voir un autre projet que tu as fait, celui-là, il y a combien de temps ? Il y a 3 ou 4 ans. D'accord. Donc on va voir une évolution de ton architecture et on va quitter Braine-l'Alleud pour aller à Chastres. C'est bien ça. Et on va aller voir quoi ? Une maison neuve dans un lotissement. Allez, on prend la route et on se retrouve à Chastres pour découvrir toutes ces contraintes. Voilà Benoît, on s'est déplacé donc à Chastres pour découvrir une maison que l'on découvre légèrement derrière toi. Alors on a un terrain qui est un peu complexe. Clairement. Quoi, les clients ont dit, voilà, monsieur l'architecte, j'ai un terrain, on se demande ce qu'on va pouvoir en faire. C'est sûr que lorsqu'on a un terrain comme celui-ci qui présente 14 mètres de dénivelé entre l'avant et l'arrière et qui s'ouvre en triangle, c'est certain que la première des questions à se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire dessus ? Et je comprends que des clients se la posent lorsqu'ils achètent un terrain comme celui-là. On peut comprendre qu'ils aient un coup de cœur pour un tel terrain, vu qu'il est admirablement boisé, parfaitement orienté, très bien situé, mais c'est vrai qu'une telle configuration rend parfois un projet difficile à envisager. C'est difficile pour les clients, mais pour nous, évidemment, à l'inverse. Du coup, te voilà tout excité. Mais évidemment, bien sûr. Alors, tu viens voir le terrain, tu vois qu'il y a une pente, il y a un plat, il y a une pente, donc la maison, on la met où ? En tout cas, afin de limiter les terrassements et donc les coûts liés à de tels travaux, on essaye, dans la mesure du possible, de la positionner à l'endroit de la plus faible pente. C'est ça. Mais malheureusement, la commune, la ville, la région ne l'entend pas comme ça parce que ce qui est écrit, c'est que la maison doit être installée en bord de route. Voilà. Les prescriptions urbanistiques du lotissement, comme c'est bien souvent le cas, ne tiennent absolument pas compte de la particularité d'un tel terrain. Ce qui nous a amené simplement à développer un projet en dérogation relativement importante par rapport aux prescriptions du lotissement. Alors, c'était interdit, mais c'est sans compter avec ta rage d'y parvenir. Et donc, tu es bien évidemment parvenu et hop, la dérogation a été acceptée. On découvre la maison derrière nous, elle a pu se faire. Comment est-ce que tu as résolu le problème justement de ce terrain en pente alors ? Alors, l'idée pour nous était de venir positionner, comme on le voit derrière nous, 3 cubes qui suivent la pente. Donc chaque cube va occuper des fonctions particulières, l'entrée, l'espace de vie, la salle à manger, les chambres au-dessus, à l'étage donc, et chaque cube va avoir un niveau différent qui va suivre le terrain. Et donc on va avoir des petits demi-niveaux entre chacun des volumes, de manière à pouvoir adapter le projet au terrain et non l'inverse. C'est ça, et ces cubes, tu les as emboîtés l'un dans l'autre. Exactement, donc on a une interpénétration des cubes et des volumes les uns dans les autres. Chaque intersection de volumes est occupée par les espaces de circulation, que ce soit des espaces de circulation verticaux, donc les escaliers qui mènent à l'étage, ou les demi-niveaux, les quelques marches qui mènent de bloc en bloc. Maintenant, il faut encore orienter la maison, et là je pense qu'il n'y avait pas deux possibilités, parce que le terrain, en fait, il est juste formidable. Exactement.
c'était évident que pour nous, alors que nous avons d'un côté, et côté plein sud, une vue magnifique vers une vallée, un étang et des bois qui sont splendides, en plus une percée dans la végétation qui nous permettait évidemment... Alors qu'il y a des bois partout, Voilà. juste là il n'y a pas d'arbres. Ne pas positionner la maison à cet endroit-là aurait été totalement contre-productif et donc effectivement on est parti sur cette option. Est-ce que cette habitation est passive ou basse énergie ou quelque chose comme ça? Alors elle n'est pas passive. Nous ce qu'on va surtout faire à partir du moment où elle n'est pas passive, c'est d'abord bien la penser. Bien la penser, ça veut dire quoi? Ça veut dire orienter les pièces de vie et les baies extérieures de manière à bénéficier au maximum d'un ensoleillement naturel, d'une chauffe naturelle par le soleil. C'est ce qu'on voit ici, en fait, on a Exactement. des grandes baies, on est au sud, par contre à l'arrière on est au nord, il n'y a pas de fenêtre. Oui, c'est ça. Exactement. Ensuite, bien l'isoler. Et ensuite, à partir du moment où on a créé une maison très isolée, surtout bien la ventiler, sinon on crée un thermos. Dans les matériaux que tu utilises, est-ce que l'on retrouve ici les matériaux que tu aimes? Oui, c'est vrai que pouvoir Donc tu t'es retravailler... encore fait plaisir Mais ici. oui, D'accord. évidemment. En 13 ans, rien n'a changé. Absolument rien. Parfait. Par contre, ici, en travaillant avec une brique de ton gris, avec un joint relativement similaire, ça nous donne une massivité proche d'un enduit minéral, tout en ayant un contraste parfois, et notamment ici, en jouant avec un bardage bois, qui vient faire le contraste de la minéralité de la brique avec un élément organique. Bon Benoît, on va en rester là pour ces nombreuses explications. Je te remercie pour cette visite, pour ces visites. Vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Quant à nous, Benoît, tu m'invites pour d'autres réalisations quand tu veux. Ce sera avec un grand plaisir. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Au revoir.